Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Steadforth n'est pas un pénitencier comme les autres. Ici, il n'y a jamais de bagarre. Le cachot ne sert à rien et les gardiens ne sont même pas armés. Parmi les prisonniers, on ne trouve pas le moindre assassin. En fait, les types qui échouent dans cette prison sont un peu les aristocrates de la délinquance. Ce sont des escrocs de grande envergure, des funambules de la haute finance qui appartiennent le plus souvent au meilleur monde. Le jour où ils voient arriver John Fry, les détenus de Steadforth ne comprennent pas pourquoi on l'a envoyé là. Il n'est visiblement pas comme eux. Mal habillé, mal rasé, il a plutôt l'air d'un vieux clochard. Gentiment, Jerry Stanford l'aide à s'installer dans un coin de la cellule. Jerry a été condamné pour avoir fait des affaires avec un pays ennemi. Ça lui a rapporté 5 ans de prison, mais aussi un joli magot qu'il a planqué dans une banque en Suisse. « Bonjour, mon vieux », dit-il à John Fry. « T'es ici pour longtemps ?»« J'espère que non !» répond le vieux bonhomme. « Mon avocat essaie de m'avoir une amnistie parce que je suis malade. »« Ah. Et qu'est-ce que tu as fait, au juste ?»« J'avais jamais volé de ma vie, » soupire Fry. « Mais cette fois, j'avais trop besoin d'argent, alors j'ai détourné 15 000 $ dans la boîte où je travaillais. » Soudain, John Fry est pris d'une toux violente. « Pauvre bougre, se dit Stanford. Moisir ici pour 15 000 $ si c'est pas malheureux. Vraiment, les flics ne devaient pas savoir quoi faire le jour où ils l'ont arrêté. » Allongé sur son matelas, John Fry s'endort enfin, mais sa respiration est heurtée, et bientôt, une nouvelle quinte de toux le reprend. « Je ne suis pas malhonnête !» répète-t-il en se tournant vers Stanford. « Je te le jure! Mais il me fallait cet argent, tu comprends? Je suis très malade et seul un traitement particulier peut me sauver. Seulement, ce traitement coûte cher, très cher. »« Ça va, mon vieux, ça va, » répond Stanford en lui tapant gentiment sur l'épaule. « T'as pas besoin de te justifier avec moi. Tout le monde a ses problèmes. » Un instant plus tard, une sonnerie retentit dans le couloir. C'est l'heure des visites. Fry et Stanford se lèvent et un gardien vient leur ouvrir la porte de la cellule. Dans la salle des visites, les détenus sont tous assis côte à côte. Les visiteurs se tiennent en face, derrière une longue table. Stanford commence à discuter avec son avocat, qui est venu le voir pour lui parler de sa demande de sursis. « Ça m'a l'air mal barré, Jerry, » dit l'avocat. « Le gouverneur ne veut rien entendre. Il dit que vous devez purger votre peine comme n'importe quel détenu. »« Très bien, » dit Stanford. « Il n'y a qu'à l'acheter. »« Oh, ça n'est pas si simple, Jerry. Ce gouverneur a une réputation d'incorruptible. C'est un de ces politiciens idéalistes qui se croient investis d'une mission sacrée. » Stanford hoche la tête distraitement. Il n'écoute plus vraiment son avocat. Son attention est captivée par la jeune femme qui fait face à John Fry. « Oh, elle est trop jolie pour être honnête, » se dit Jerry. C'est vrai, avec ses grands yeux noirs effarouchés, ses cheveux blonds sagement tirés en arrière et son petit chapeau qui lui donne un air de collégienne, on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession.
Il faut que Fry se méfie d'elle. Je connais ce genre de poupées. Ce sont les plus dangereuses. La visite s'achève bientôt et Fry et Stanford rentrent dans leur cellule. « Dis-moi, John, elle est ravissante, cette gamine qui te rend visite. C'est ta fille, peut-être, ou ta nièce ?»« Non, pas exactement, » répond Fry avec un petit sourire ému. « C'est une pauvre petite orpheline. Je l'ai rencontrée tout à fait par hasard dans un square où je m'étais arrêté pour manger un sandwich. Nous avons sympathisé et peu à peu, elle est devenue pour moi comme une enfant. Qu'est-ce que je deviendrais si je ne l'avais pas? Mais dis-moi, vieux, tu ne t'es jamais demandé si elle n'en voulait pas à ton argent? » John Fry se lève soudain et attrape Stanford par le col de sa chemise. « Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Cynthia est une fille formidable, elle travaille, elle ne cherche même pas à savoir où j'ai planqué mes 15 000 $. Alors, t'as pas intérêt à l'insulter. »« Oh, calme-toi, relax, John, relax. » Je disais ça comme ça, voyons. Quand on a 15 000 $ aux frais, il faut savoir se montrer prudent. John Fry ne répond pas. Il lâche Jerry et lui lance un regard méprisant. Puis, il se rallonge sur son matelas. « Pauvre vieux fou, » se dit Stanford. « Cette petite mijaurée l'a embobiné. Bah, après tout, tant pis pour lui, hein. Je l'aurais mis en garde. » Jerry aimerait bien aider le vieux John, mais il ne sait pas comment faire. Bientôt, il lui vient une idée. La semaine suivante, c'est à nouveau le moment des visites. Alfred, l'avocat de Jerry, revient le voir. Il commence encore une fois à lui parler de sa demande de sursis, mais Stanford lui coupe la parole. « Dites-moi, mon vieux, vous avez toujours votre extraordinaire mémoire des visages? »« Oui, enfin, je crois, » répond l'avocat avec étonnement. « Pourquoi? » ?»« Regardez cette fille là-bas, là, en face du vieux bonhomme. J'aimerais que vous fassiez des recherches et que vous trouviez qui c'est. Suivez-la quand elle sortira. Notez le numéro de sa voiture. Enfin, débrouillez-vous. La semaine prochaine, je veux connaître son identité. » L'avocat se gratte la tête et ricane en regardant la jeune fille. « Et après, Jerry, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein? Que je lui envoie des fleurs de votre part? Non, mais franchement, vous trouvez que le moment est bien choisi pour jouer les jolis cœurs? Ne discutez pas, Alfred. Je vous paie assez cher pour que vous m'épargniez vos commentaires. Je veux son nom, un point, c'est tout. » Lorsque Jerry regagne sa cellule, il remarque que son vieux compagnon a les larmes aux yeux. Il tient à la main un petit paquet entouré de papier à fleurs. Il le tend à Stanford. « Tu veux un chocolat, Jerry? C'est Cynthia qui me les a apportés. Quand je pense que tu as pu la soupçonner, une fille si gentille, si désintéressée. » Jerry ne répond rien. Il détourne ses yeux pour que John ne voie pas son sourire. « Quelle cloche, » se dit-il. « J'ai rarement vu un pigeon pareil. Je suis sûr qu'elle se prépare à le plumer. Mais je vais empêcher ça. Dès que je connaîtrai l'identité de cette petite intrigante, je pourrai agir. » Jerry attend avec impatience la visite suivante. Ce matin-là, Alfred, son avocat, a l'air tout excité. « Les choses se présentent bien, Jerry. Le gouverneur n'est peut-être pas si intègre qu'il en a l'air. Un de mes assistants est en train de fouiller dans son passé. S'il découvre quelque chose, nous pourrons le faire chanter. Jerry, vous m'écoutez ou non? » Stanford est entièrement absorbé par la jeune fille assise devant John Fry. Elle est en train de pleurer. Et le vieux bonhomme lui tend la main pour la consoler. Finalement, elle relève la tête et esquisse un sourire. Jerry essaie d'entendre ce qu'elle dit, mais elle est trop loin. Alfred suit le regard de son client et il éclate de rire. « Dites donc, Jerry, elle vous travaille, cette gamine. J'ai fait les recherches que vous m'avez demandées. Cette ravissante personne s'appelle Cynthia Sander. Elle a déjà été condamnée une demi-douzaine de fois pour prostitution, chantage, abus de confiance, entourage, etc. Si j'étais vous, je m'intéresserais à une autre fille.
Stanford tourne les yeux vers son avocat. « Vous avez des preuves contre elle, Alfred ?»« Mais bien sûr, Jerry, je sais faire mon travail quand même. Tenez, voici le double de son casier judiciaire avec sa photo. » Jerry s'empare des papiers. « Ça y est, » se dit-il. « Ça y est, je te tiens, ma cocotte. Quand il verra ça, le vieux John commencera enfin à se méfier. » Une nouvelle fois, Jerry et John regagnent leur cellule. Stanford s'apprête à parler, mais il a peur de faire de la peine à son vieil ami. Enfin, il murmure « J'ai quelque chose à te dire, John. »« Moi aussi, Jerry, » l'interrompt le vieil homme. « J'ai été reçu par le directeur de la prison ce matin. Ma grâce m'est accordée. Dans 10 jours, je serai dehors et je pourrai aller me faire soigner. J'ai demandé à Cynthia de passer chercher les 15 000 $ sur mon compte. »« Tu as fait quoi? »« Eh ben oui, » reprend John. Je lui ai donné le numéro de mon compte à la Chase Bank. Elle m'a demandé tout à l'heure. Je lui ai d'abord dit que je prendrais l'argent en sortant, mais alors elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit que je ne l'aimais pas, que j'étais incapable de lui faire confiance. Alors j'ai cédé, tu sais ce que c'est, Jerry, hein? Les femmes nous mènent par le bout du nez. Enfin, de toute façon, ce n'est pas grave. J'ai une entière confiance en Cynthia. Et toi, au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. Rien d'important, mon vieux. Je suis content qu'on te laisse partir. Jerry range précipitamment dans sa poche le casier judiciaire de Cynthia qu'il s'apprêtait à donner à John. Il est trop tard, se dit-il. Cette garce a gagné. À l'heure qu'il est, elle doit déjà être en train de claquer les 15 000 $ de ce pauvre vieux fou. Eh oui. On est toujours trop bon avec les femmes. Dans un instant, John Fry en fera l'amère expérience. Jerry Stanford, escroc de haut vol, a vu un beau matin arriver dans sa cellule un drôle d'oiseau. Il s'appelle John Fry et il a volé 15 000 $ à son patron pour soigner ses poumons malades. Mais il risque de se faire voler par une petite garce nommée Cynthia. Jerry arrivera-t-il à le protéger? La semaine suivante, Alfred vient rendre visite à Jerry. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Le gouverneur sur lequel l'avocat comptait pour accorder un sursis à Jerry, ce gouverneur reste intraitable. Mais Jerry s'en moque. Son seul problème, c'est de savoir s'il va pouvoir tirer John Fry de son mauvais pas. Écoutez, Alfred, je vais encore vous demander un service. Il y a dans ma cellule un type nommé John Fry. C'est un vieux bonhomme qui a un pied dans la tombe. Je voudrais que vous mettiez la main sur son compte en banque et que vous me disiez combien il a dessus. Il est à la Chase Bank. Mais enfin, Jerry, s'insurge Alfred. Je vous parle de choses sérieuses. C'est votre sursis qui est en jeu et vous venez me demander des renseignements sur un vieil inconnu. Ne discutez pas, Alfred. Donnez-moi des renseignements sur le compte en banque de John Fry. Un point, c'est tout. Les soupçons de Jerry Stanford sont bientôt confirmés. Alfred lui apprend en effet que John Fry disposait de 15 000 $ sur son compte, mais que la jeune fille, nommée Cynthia Saunders, a tout raflé. Désormais, John Fry n'a plus rien. Pauvre type, se dit Jerry. Pauvre vieux fou. C'est tout ce qu'il possédait. En plus, il en avait besoin pour se faire soigner. Comment va-t-il faire maintenant? Il va sortir de prison et il n'aura plus qu'à aller mourir dans un coin. Mon Dieu, quelle misère. Toute la journée, Jerry et John discutent dans leur cellule. « Tu verras, » dit John. « Grâce à ce traitement, je serai sur pied en moins de 15 jours. Tu crois pas, Jerry? » Si, j'en suis sûr, John, j'en suis sûr. Cynthia a déjà dû me prendre un rendez-vous avec les spécialistes. Comme ça, en sortant d'ici, je n'aurai plus qu'à passer sur le billard et à moi une nouvelle vie. Qu'est-ce qui lui arrivera?
quand il comprendra que sa Cynthia s'est moquée de lui, se demande Jerry. Il risque d'en mourir. Il faut absolument que je trouve le moyen d'empêcher ça. Jerry Stanford n'est pas un philanthrope, mais il est sincèrement ému par le pauvre John Fry. Aussi, il prend une décision. Lors de la visite suivante de son avocat Alfred, il lui dit « Vous vous souvenez, Alfred, que je vous ai demandé des renseignements sur le compte en banque d'un nommé John Fry? Eh bien, j'aimerais que vous viriez 15 000 $ sur ce compte. » Alfred regarde son client d'un air amusé. « Mais qu'est-ce qui vous prend, Jerry? Encore, quand vous me demandiez des renseignements sur cette Cynthia Sonder, j'arrivais à suivre, mais là, j'avoue, je ne comprends plus du tout. » « Mais qui vous a demandé de comprendre, Alfred? Je ne vous paie pas pour ça. Contentez-vous d'exécuter mes ordres et ce sera déjà très bien. » Après la visite, en rentrant dans sa cellule, Jerry est content. C'est vrai, c'est la première bonne action qu'il ait jamais faite. Allongé sur son lit, John Fry semble surexcité. « Tu te rends compte, Jerry? Je sors dans une semaine. Cynthia a déjà dû prendre nos billets pour la Suisse. Là-bas, à Zurich, le traitement prendra 15 jours et après, à nous la belle vie. » « Mon pauvre John, » se dit Jerry. « Tu ne reverras jamais ta chère Cynthia. Cette garce doit être au Mexique ou à Honolulu en train de mener la belle vie avec tes 15 000 $. Mais ça ne fait rien, va. Avec l'aide d'Alfred, je vais réapprovisionner ton compte. Comme ça, tu auras quand même de quoi te faire soigner. » Une semaine plus tard, c'est enfin le moment pour John Fry de quitter le pénitencier. Il fait ses adieux à son camarade de cellule. « Salut, Jerry. Quand tu auras fini ta peine, j'espère que tu viendras nous voir, Cynthia et moi. »« Oui, même si tu es seul, » répond Jerry en le serrant dans ses bras. « Je viendrai te voir. Même si tu es seul. » Les gardiens viennent chercher John. Jerry le voit franchir les portes, puis, par les barreaux de sa cellule, il cherche à le suivre dans la rue. À son grand étonnement, une jeune femme attend John Fry devant le portail. Jerry la reconnaît. C'est Cynthia. « Oh, ben ça alors! Elle ne manque pas d'air, » se dit-il. Elle vole les 15 000 $ qu'il y avait sur son compte et elle vient quand même l'accueillir à sa sortie de prison. Ah, les femmes! L'après-midi, à l'heure des visites, Alfred vient voir Jerry. L'avocat a l'air très en forme. Il jette des coups d'œil à son client, puis, de manière inexplicable, il éclate de rire. Stanford finit par se fâcher. « Dites donc, Alfred, je ne vous paie pas pour que vous vous fichiez de moi. Dites-moi ce qui vous rend tellement hilar. »« Ok, Jerry, je vais tout vous dire, mais promettez-moi de ne pas vous fâcher. » Voilà, selon vos ordres, j'ai fait virer 15 000 $ sur le compte de ce fameux John Fry. Eh bien, Alfred, qu'est-ce qu'il y a de si étrange? C'est un pauvre type, il s'est fait voler par sa poupée, et il a besoin de cet argent pour se soigner. Je suis content de lui avoir rendu service. Mais qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Jerry, vous vous êtes fait arnaquer comme un débutant. Ce John Fry n'est pas plus malade que vous ou moi. D'ailleurs, il ne s'appelle pas John Fry, mais John Sonder, Cynthia et sa fille. Ils ont mis au point un numéro tous les deux pour apitoyer les détenus de State Force. Et ça a marché. Vous avez viré 15 000 $ sur le compte du vieux, mais vous n'êtes pas le seul, hein. En tout, 50 détenus du pénitencier ont donné dans le même panneau que vous. Durant son mois de détention, John Sonder et sa fille Cynthia ont récolté, tenez-vous bien, 750 000 $. Jerry Stanford est beau joueur. « J'aurais dû m'en douter, » dit-il en souriant. En principe, State Force n'accueille que les escrocs de grande envergure. Eh bien, pour une fois, les escrocs de grande envergure se sont fait escroquer. Vous venez d'écouter Au cœur du crime,
un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.